Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de deux choses, on va aborder deux sujets. Premièrement, on va parler de Raspberry Pi, ça se voit je pense. On va parler de Raspberry Pi et plus précisément des codecs vidéo qu'on peut acheter pour débrider le GPU du Raspberry Pi. Donc je vous parlerai de tout ça juste après. Et dans une deuxième partie de vidéo, on va parler du socket AM4 de chez AMD. Parce que j'ai reçu le kit de fixation pour Ventirad AMD AM4 de chez Be Quiet. Et j'ai parlé régulièrement de la plateforme AM4 dans les vidéos config du mois. Donc ça sera l'occasion de parler un peu plus de la plateforme AM4 et de regarder un petit peu ce kit de fixation de chez Be Quiet que j'ai reçu, puisque je possède un Ventirad Be Quiet et donc j'ai demandé le kit de fixation AM4. Bref, on parlera de ça un peu après et on commence tout de suite par les Raspberry Pi. Je vous parle de Raspberry Pi parce qu'il y a quelque chose qu'on parle pas souvent, qu'on n'aborde pas souvent à propos du Raspberry Pi. Ce sont les codecs vidéo, les licences qu'il faut acheter pour débrider la partie GPU du Raspberry Pi. Parce que un Raspberry Pi, j'ai mon Raspberry Pi 3 là-bas qui est branché, quand vous le branchez sans installer les codecs et que vous voulez regarder une vidéo, que ça soit en Media Center avec du Kodi, XBMC, LibreELEC, OpenELEC, etc., ou même une simple vidéo sur YouTube avec les distributions Raspbian, Ubuntu Mate, ce genre de choses. Si vous voulez regarder du contenu vidéo avec un Raspberry Pi, n'importe lequel, vous remarquerez que ça marche très mal. Alors plus la vidéo va être de grande qualité, plus vous allez monter vers du 720p, 1080p, plus ça va ramer et ça va être impossible. Il y en a certains qui n'ont pas le son, qui n'ont que la vidéo, des fois ça lag complètement. Enfin voilà, on se dit que le Raspberry Pi est pas assez puissant pour lire la vidéo, tout simplement. Mais en réalité, c'est pas un problème de processeur, c'est pas un problème de RAM, c'est juste que le GPU qui se trouve sur le processeur, parce que ça c'est un SoC, System on a Chip, c'est le même type de puce que ce qui équipe les téléphones portables. Ici sur les Raspberry Pi, c'est Broadcom qui se charge de la fabrication. Et dans ce SoC, vous avez donc le CPU, basé sur une architecture ARM pour les Raspberry Pi. Après, selon la version du Raspberry Pi, c'est pas le même CPU. Par contre, la partie GPU, c'est la même depuis le Raspberry Pi, le premier Raspberry Pi A. C'est un GPU, enfin c'est une partie GPU qui est une Video Core 4 de chez Broadcom. Et cette partie Video Core 4, elle n'est pas exploitée à son plein potentiel. La fondation Raspberry qui conçoit les Raspberry Pi, ils veulent absolument pouvoir fournir un Raspberry Pi à moins de 30 $. Et l'objectif jusque-là a plutôt été atteint. Le problème c'est que pour 30 $, eh ben, ils sont obligés de faire des concessions. Et une des concessions qu'ils ont faites, elle se trouve au niveau du GPU, puisque le Video Core 4, la partie GPU, elle est bridée. Pourquoi? Parce que dans un GPU, vous avez des codecs, c'est-à-dire des parties, si vous voulez, du GPU qui sont conçues pour décoder, on va dire, un format spécifique. Et ces parties GPU, elles sont sous licence, c'est-à-dire que c'est pas Broadcom qui les a conçues, ou alors c'est Broadcom qui les a conçues, mais qui les vend à d'autres, etc. Pour pouvoir activer ces parties du GPU, il faut payer une licence. Lorsque vous achetez un téléphone portable ou n'importe quoi, une tablette, etc., généralement, le GPU, il est complètement débridé. C'est-à-dire que toutes les licences ont été achetées, payées par le fabricant. C'est le fabricant qui s'occupe de tout payer et tout. Mais comme là, la fondation Raspberry devait vendre la carte, enfin devait fabriquer la carte pour moins de 30 $, et que la partie GPU, tout le monde s'en sert pas, je veux dire, le Raspberry Pi, tout le monde s'en sert pas comme Media Center ou pour regarder des vidéos. Bref, comme c'était pas vraiment obligatoire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas acheté les licences. Donc le GPU, il est complet, tout est là, hein, il manque pas de transistors, mais simplement, il y a des parties qui sont désactivées. Pour réactiver ces parties du GPU, il faut payer une licence. Alors comment ça se passe? Bien, vous allez sur le site qui est le Raspberry Pi Store, ou la fondation Raspberry, je vous mets le lien tout simplement dans la description. On a deux licences de disponibles. Il y en a une qui est la licence MPEG 2, donc qui est la plus utile. C'est celle que je vous conseille d'acheter si vous en avez besoin, parce que c'est celle-là qui, dans 90% des cas, va vous servir. L'autre, c'est une licence WVC1, ça sert beaucoup moins, c'est un codec un peu plus spécial qui sert moins, mais vous pouvez l'acheter également. Il y en a une, la licence MPEG est à 2 livres 40, et la licence WVC1 est à 1 livre 20, il me semble, hein, je dis ça tête, mais de toute façon vous pourrez vérifier à l'écran. Et vous, tout simplement, rentrez votre numéro de série du processeur. Alors je vous guide pas, hein, mon but c'est pas de faire un tutoriel sur ça, même si je pourrais d'ailleurs. Mais en gros, tout simplement, vous rentrez une commande, hein, mais il y a déjà plein de sites internet qui l'expliquent, il y a plein de tutos là-dessus. Vous rentrez une commande, donc faut avoir installé quand même du Linux sur votre Raspberry Pi. Avec une commande, vous retrouvez le numéro de série du processeur, tout simplement.
Et une fois que vous avez le numéro de série de votre processeur, vous vous rendez sur le site internet, vous rentrez le numéro de série du processeur, vous payez donc un livre et 2 livres, et ensuite, quelques jours plus tard, moi par exemple, j'ai reçu un email, donc quelques heures plus tard, parce que généralement ça prend pas très longtemps, vous recevez un email avec tout simplement vos codes. Voilà mes licences, j'ai la licence MPEG 2 avec le numéro de ma licence et la licence WVC1 avec mon numéro de licence. Alors ça je l'ai acheté pour mon Raspberry Pi 3 puisque c'est le plus récent, donc j'ai payé la licence pour lui. Par exemple pour le Raspberry Pi 2 qui est là, j'ai pas acheté la licence. Le Raspberry Pi 3 il est là-bas, comme je testais ses fonctions, je testais les Media Center. Je me suis dit que j'allais les acheter, comme ça au moins je pourrais voir un petit peu ce que ça donne, un Raspberry Pi en tant que Media Center, puisque je l'avais jamais encore essayé. Alors, ces licences, ça sert à rien de les copier, puisque les numéros qui se trouvent ici sont uniques, c'est-à-dire qu'ils correspondent à votre CPU. C'est pour ça qu'il faut rentrer le numéro de série du processeur. C'est unique, si vous essayez de rentrer ça avec votre Raspberry Pi, ça ne marchera pas. Ça, ces 2 numéros que vous avez là, ils ne fonctionnent qu'avec le Raspberry Pi 3 qui se trouve derrière. Ça fonctionne qu'avec celui-là et aucun autre sur Terre, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le numéro de série du CPU, le rentrer, et puis en échange, il vous donne la clé de licence. Cette clé de licence, elle est simple à installer. Vous allez tout simplement dans le fichier config.txt qui se trouve sur la partition boot de votre carte micro SD, puisque, pour rappel, avec les Raspberry Pi, lorsque vous installez un système sur le Raspberry Pi, vous avez plusieurs partitions qui sont créées, minimum 2, et il y en a une qui est la partition boot. La partition boot, elle contient toutes les données pour faire démarrer le Raspberry Pi, puisque il y a un petit firmware au niveau du Raspberry Pi, mais sans la partition boot et toutes les données qui sont contenues à l'intérieur, le Raspberry Pi ne peut pas démarrer, parce que tous les paramètres, si vous voulez, se trouvent dans cette partition. Et dans cette partition boot, il y a un fichier config.txt. Ce fichier il est très important. Si vous bricolez avec les Raspberry Pi, vous aurez souvent à modifier les fichiers config.txt, parce que c'est dans ce fichier config.txt, donc il y a un fichier texte, vous avez dedans tout simplement tous les paramètres. C'est la fréquence, c'est les résolutions d'écran, c'est le Wi-Fi activé, tout. Enfin, il y a tout dans le fichier config.txt. Donc ce fichier config, vous l'ouvrez par exemple avec le Notepad++, puisque le Notepad++ a l'avantage, sous Windows du moins, il a l'avantage de vous mettre le formatage automatique, donc tout se présente bien, parce que si vous l'ouvrez par défaut avec Word ou avec le Notepad classique de Windows, ça va pas marcher, ça va marcher, mais ça met tout en vrac, quoi. Tout est à suivre et c'est pas terrible pour s'y retrouver. Donc vous ouvrez par exemple avec le Notepad++, et vous entrez tout simplement les 2 lignes qui se trouvent là, c'est-à-dire dcode MPEG 2 égale votre clé de licence, pareil pour le WC1. Donc vous éditez le config.txt, vous rajoutez ça, ces lignes-là, vous les rajoutez en bas, à la suite de ce qu'il y a d'écrit. Parfois c'est déjà prêt, c'est-à-dire qu'il y a déjà écrit ça, et puis à la place de la clé de licence, il y a 0x0000, donc il faut remplacer par votre clé de licence à vous. Et ensuite, vous redémarrez le Raspberry Pi, et normalement ça active tout simplement les codecs. Il y a une commande. Vous pouvez ensuite ouvrir le terminal, vous passez une commande comme ça, et ça vous, normalement, confirme si c'est activé ou pas. Donc ça, normalement, vous avez un message, ça marque activé ou désactivé. Voilà pour le codec vidéo. Donc si ce codec il n'est pas activé, ça marche pas du tout. Si vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'avec mon Raspberry Pi, quand je regarde une vidéo sur YouTube ou n'importe quoi d'ailleurs, même avec une clé USB, pourquoi est-ce que ça rame, ça lag, etc. Bien tout simplement parce qu'il faut activer cette partie vidéo. Et je peux vous dire, parce que j'avais pas encore acheté les licences, maintenant que je les ai achetées, je sais un petit peu ce que ça donne. Je peux vous dire qu'une fois que ça c'est activé, ça change absolument tout. Alors, ça change tout. Quand vous voulez regarder une vidéo, autant sans les licences, ça rame complètement, on se dit, wow, putain, il n'est pas assez puissant, il n'y a pas assez de RAM, bon, on sait pas trop quel est le problème. Autant une fois qu'il est activé, enfin que les 2 codecs sont activés, parce que quand vous avez les 2, c'est parfait. Autant, par exemple, c'est le cas du Raspberry Pi 3 derrière, ça fonctionne à merveille. Vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube en 1080p, ça rame pas du tout, quoi. Ça change complètement le comportement du Raspberry Pi. On continue cette deuxième partie de vidéo avec le socket AM4, les nouveaux processeurs AMD, et en particulier ce kit de fixation AM4 de chez BeQuiet. Alors j'ai reçu ce kit gratuitement, BeQuiet les envoie. Si on a acheté un produit de chez BeQuiet et qu'on souhaite recevoir ce kit, on peut gratuitement le commander et on le reçoit, moi je l'ai reçu à peu près 1 semaine et demie après l'avoir demandé. C'est gratuit, donc c'est plutôt sympa de la part de BeQuiet d'envoyer ça. Par contre, moi, quand je l'ai demandé, donc c'était au tout début qu'ils ont commencé à faire cette offre,
on pouvait le recevoir sans vraiment de conditions. Il me semble que depuis quelques semaines, il faut mettre une preuve, c'est-à-dire une facture d'achat. Il faut avoir une facture comme quoi on a acheté un produit de chez eux, enfin un Ventirad, un système de refroidissement de chez eux, alors que moi quand j'ai demandé ce kit, ils ne demandaient pas de facture, mais apparemment ça a un petit peu changé depuis. Pour tester un petit peu la visserie, j'ai ramené une vieille carte mère avec un socket AM2 et les trous de fixation du socket AM2, sachant que AMD n'avait pas changé l'emplacement de ses fixations depuis ce socket-là, c'est-à-dire le socket AM2 qui a maintenant une bonne dizaine d'années. Donc le socket AM2, AM2+, AM3 et AM3+, avaient le même espacement entre les trous. Donc là, avec le socket AM4, ça va changer. L'avantage, c'est que cette carte mère, elle va nous permettre de comparer un petit peu le changement, de comparer de combien en fait de centimètres est-ce que ça a changé. Dans le kit de fixation Be Quiet, nous trouvons, donc on va l'ouvrir, nous trouvons deux petits trucs. D'abord, on a une backplate en métal peinte en noir d'ailleurs, ce qui est une attention assez sympa parce que ça c'est la partie qui va derrière la carte mère, donc qu'on voit normalement jamais, avec upside, quelques renforts. Le côté là est plastifié donc pour éviter d'abîmer la carte mère. On voit d'ailleurs qu'on a deux trous à chaque fois, alors je sais pas si parce qu'il fait deux sockets différents, est-ce qu'il fait la M3, la M4 peut-être, un truc comme ça, parce que c'est marrant d'avoir un double perçage. Et on a toute la visserie avec, dans le kit de visserie, on a tout un tas de trucs. On a les deux griffes de montage donc, qui font le lien entre le Ventirad et les pattes, les vis de fixation. On a une clé plutôt grande d'ailleurs avec, je sais pas quelle taille c'est, est-ce que c'est standard ou pas? Sûrement. Donc une clé assez bizarre qui permet d'atteindre les boulons. On a donc justement des boulons, on doit en avoir 4 normalement. Voilà, 4 boulons. On a des petites vis et on a des cales en plastique, des espèces de réhausseurs également en plastique et des vis beaucoup plus longues qui servent normalement à traverser la backplate et la carte mère. On a également ces trucs là, donc qui viennent se visser sur les vis qu'on a ici, les vis un peu longues, et sur lesquelles on vient visser les boulons. En tout cas, tout ça c'est expliqué. Toutes les explications donc sont données avec les images que vous avez là. Donc il faut d'abord mettre les vis, alors ça se verra pas très bien, hein. Bon, c'est du montage standard, c'est quasiment le même système que ce qu'on a sur le socket AM3, sauf que avant tout c'est tout simplement le perçage quoi qui a été ajusté. Donc justement en parlant de perçage, eh bien on va vérifier de combien de centimètres est-ce que ça a bougé par rapport à l'ancienne génération. Alors j'ai passé les vis sur la plaque, la backplate, et on va voir un petit peu de combien est-ce que ça a bougé. Alors en fait, il y a un double écartement puisque visiblement, le premier écartement, donc les trous les plus en haut, servent pour le socket AM2, AM3, puisqu'ils ont gardé la compatibilité, la preuve, vous voyez que ça passe. Ça veut donc dire que c'est les deuxièmes perçages, donc les perçages les plus sur les bords, qui correspondent au socket AM4. Donc ça va nous permettre justement de savoir de combien ça a bougé. Donc vous pouvez voir que quand j'aurai enlevé toutes les vis, donc j'ai enlevé toutes les vis, donc les trous les plus en haut servent donc pour les sockets AM2, AM3, AM2+, AM3+, donc les sockets qu'on connaît, et effectivement c'était écrit, on a un petit AM4 ici, donc ce sont les trous les plus à l'extérieur, donc les plus sur les côtés, qui correspondent au socket AM4. Pour ce qui est de ce kit Be Quiet, il est de la même qualité que l'équipement d'origine, donc on retrouve à peu près les mêmes composants, on a les mêmes petits blocages en plastique, les mêmes boulons, les mêmes petites vis, on retrouve même ces trucs là qui sont des espèces d'écrous, c'est pas des écrous mais c'est des espèces de vis doubles, enfin on visse dedans et puis on peut visser par dessus après, on retrouve à peu près les mêmes pièces, donc vous voyez que c'est un kit qui est à la hauteur, il n'y a pas de problème. Si vous voulez passer sur le socket AM4 et que vous avez déjà des systèmes de refroidissement, n'oubliez pas que la plupart des constructeurs vont fournir soit gratuitement, soit pour quelques euros, des kits de conversion pour pouvoir adapter les systèmes de refroidissement sur le socket AM4. Alors le nouveau socket AM4 justement, pour le moment on sait quand même pas mal de choses.
C'est un socket sur lequel on va trouver toute une gamme de processeurs, très importante d'ailleurs. On aura des processeurs qui seront équipés de l'hyperthreading, enfin l'équivalent de l'hyperthreading, qui porte d'ailleurs comment ils l'ont appelé, le multi-computing, un truc comme ça, bon je sais plus exactement quel est le nom. En tout cas, AMD a développé son propre équivalent à l'hyperthreading de chez Intel. Ça veut dire qu'on pourra avoir un cœur physique et deux cœurs virtuels, donc un petit peu comme ce qu'on trouve avec les Core i3 ou les Core i7 chez Intel, c'est-à-dire des dual-core avec hyperthreading, donc qui offrent donc 4 cœurs, ou des quad-core avec hyperthreading, qui offrent donc 8 cœurs, c'est le cas par exemple des Core i7. Chez AMD, on va trouver toute une gamme de processeurs avec du quad-core avec leur système d'hyperthreading, pareil sur des hexacores, donc on aura 6 cœurs plus l'hyperthreading, encore une fois l'équivalent de l'hyperthreading, mais comme je ne sais plus comment il s'appelle, on va dire que c'est l'hyperthreading, donc des hexacores, donc 6 cœurs, qui feront un total de 12 cœurs virtuels. On a également des versions avec 8 cœurs, plus un hyperthreading, donc qui leur donne 16 cœurs virtuels. Donc vous voyez que AMD remonte sur Intel, et d'ailleurs Intel a pas tardé à riposter, puisque j'ai l'impression que chez Intel ils ont un petit peu peur, étant donné qu'ils ont sorti deux nouveaux processeurs, un nouveau Core i5 et un nouveau Core i7. Alors le nouveau Core i7 il s'appelle le 7740K, c'est un Core i7 qui gagne 100 MHz par rapport au 7700K, donc toujours overclockable, étant donné que c'est un processeur K, mais juste un petit peu plus rapide. Par contre la vraie grosse nouveauté, c'est le Core i5 qui de mémoire s'appelle le 7640K, il me semble, qui est un Core i5 avec l'hyperthreading, c'est-à-dire un Core i7, mais qui s'appelle Core i5. Donc je sais pas pourquoi Intel nous a fait un tel bazar, mais en gros c'est un Core i5, il s'appelle Core i5, c'est un quad-core, mais il a l'hyperthreading, donc en théorie c'est un Core i7. Bon, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais voilà, en tout cas j'ai l'impression que ça fait un petit peu peur à Intel, puisqu'ils ont également sorti des nouveaux processeurs professionnels, donc des nouveaux Xeon, qui s'appellent les Xeon Gold, et qui sont là pour contrer les nouveaux AMD, on va dire haut de gamme, ceux avec 8 cœurs plus hyperthreading, donc les 16 cœurs virtuels. Eh bien Intel a déjà sorti des processeurs, enfin ou du moins ça devrait pas tarder, pour essayer de faire concurrence un petit peu à ces nouveaux AMD, donc comme quoi Intel a l'air d'avoir un petit peu peur quand même. En tout cas pour ce qui est des processeurs AMD, pour le moment on peut pas trop en parler parce que il n'y a pas de version encore définitive, personne n'a vraiment pu tester les vraies versions définitives qui sortiront dans quelques semaines, donc pour le moment c'est plutôt prometteur, ça a l'air d'être des très bons processeurs, mais on attend de voir quelles seront les fréquences finales, etc. pour vraiment savoir où les placer, et puis surtout attendre les prix. Du côté des cartes mères, on a plein de nouvelles cartes mères socket AM4 qui sont sorties, et au niveau des chipsets, on a 3 chipsets. On a un chipset entrée de gamme, un chipset milieu de gamme et un chipset haut de gamme. Alors je sais plus quels sont les noms, il me semble qu'il y a un X370 qui est le haut de gamme, le A320 qui est l'entrée de gamme et un A300 ou je sais plus quoi, enfin il y a un qui vient se mettre au milieu. Donc 3 chipsets, sachant que les deux, c'est-à-dire celui qui est milieu de gamme et celui qui est haut de gamme, permettront l'overclocking. Celui qui est le plus entrée de gamme ne permettra pas l'overclocking. Et autre petite information, tous les processeurs seront overclockables. Comme actuellement, ça ne change rien. Donc vous voyez que AMD reste beaucoup plus permissif sur le plan de l'overclocking que Intel, même s'il y a quelques petites restrictions en plus, comme le socket le plus entrée de gamme qui ne sera pas compatible, ça n'empêche que ça laissera vraiment d'énormes possibilités. Voilà, donc c'était un peu tout ce que je pouvais vous dire pour le moment sur les processeurs AMD. Après, comme il y a souvent des petites fuites qui sortent régulièrement et puis que de toute façon il n'y a rien encore de vraiment définitif, on attend les vraies révélations qui devraient arriver d'ici maintenant quelques semaines, ça devrait plus tarder. En attendant, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.